Bonjour, je m'appelle Betsabé. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, Dinan ». Dans ces deux premières parties, avec Julien Bachelier, nous avons évoqué la création de Dinan, ses différentes activités économiques. Dans cette dernière partie, nous allons évoquer les changements urbains et l'abandon de l'élément castral. Alors le château, ça c'est un peu comme à Rennes ou même à Quimper. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un château et puis aujourd'hui si vous demandez aux gens où est le château, ils seront bien embêtés parce que c'est pourtant un marqueur dans une ville, un château. Il y a des villes qui sont Vitré, Fougères, enfin au Châteaubriand, le château est toujours dans la ville. À Dinan, le château disparaît. Il disparaît vraisemblablement relativement tôt. À Rennes, c'est au cours du XVe siècle. À Quimper, c'est beaucoup plus tardivement, c'est l'époque moderne et l'époque contemporaine, début 19e. Et à Dinan, vraisemblablement du fait du partage successoral, qui se déroule donc aux alentours de 1123, chaque famille va avoir un lieu d'implantation qui va être différent. C'est-à-dire que le château qui était central dans l'agglomération, dans la naissance de la ville, très rapidement va s'effacer. Non seulement il va s'effacer, mais il va probablement disparaître. Ça doit être au XIIIe siècle, lorsque la ville retrouve, on a de la documentation qui montre la création de remparts. Vraisemblablement, le château doit être en ruine, donc ça sert à rien de restaurer ce truc-là. Donc on s'en affranchit complètement et donc le château disparaît très tôt dans la ville. Il était au niveau de la sous-préfecture actuelle, une zone relativement étendue, avec les jardins de la sous-préfecture et puis une partie de la ville de Dinan d'aujourd'hui. Mais dès le XIIe, XIIIe siècle, ce château disparaît de la ville. Le château disparaît, ça ne veut pas dire que les familles sont absentes, elles ont d'autres lieux de résidence qu'on appelle les domus, et puis autour vous avez donc une densification du paysage urbain. C'est-à-dire que là c'est une autre originalité de Dinan, c'est le château n'est plus indispensable. Fougères c'est beaucoup plus tard, Fougères c'est au cours du XIIIe, la famille seigneuriale s'éteint, donc plus de successeurs, donc le château perd de son intérêt. Dinan ça se déroule relativement tôt dès le XIIe siècle. Et donc à partir de ce château qui s'éteint, on va s'apercevoir que c'est plutôt la ville haute, la ville de Dinan que nous connaissons aujourd'hui, qui va se développer à partir des églises, un peu Saint-Malo, plus Saint-Sauveur, et surtout des activités économiques. La zone où ce qu'on appellerait le champ aux chevaux, qui était une zone de foire. Puis on a également des rues qui sont mentionnées, rue de la Boulangerie qui apparaît dès le XIIIe siècle. Et donc on a la mise en place d'une ville avec des rues dès le XIIe, XIIIe siècle. Alors ces rues ne sont pas nouvelles, elles étaient anciennes, parce que naturellement les hommes avaient besoin de circuler, mais elles sont nommées en fonction vraisemblablement des activités qui étaient majoritaires ou importantes dans ces rues. Donc ça se met en place au cours du XIIe, XIIIe siècle. Là aussi, c'est un mouvement qu'on observe partout en Occident. Dinan s'inscrit dans la dynamique avec l'apparition de ces noms de rues. Et le paysage, une fois que les rues sont figées dans le paysage, en général, une rue, ça conditionne quand même beaucoup les orientations d'une ville. Et une partie des rues de Dinan, en fait, aujourd'hui, on ne marche plus sur des niveaux médiévaux. L'orientation de ces rues, en grande partie héritée du Moyen-Âge. Pouvons-nous évoquer l'importance de la cohue à Dinan ? Oui, alors la cohue, on appelle les halles, c'est un indice de dynamisme économique. Alors cohue, ça a deux sens, faut imaginer là, parce que naturellement le bâtiment n'existe plus. On a des mentions de description de cohue, par exemple à Rennes ou à la fin du Moyen-Âge. Il faut vraisemblablement imaginer un bâtiment sur deux niveaux, très certainement en bois pour l'essentiel. En bas, premier niveau, ce qu'on appellerait le rez-de-chaussée, il y aurait des activités commerciales, c'est-à-dire c'est une sorte de marché couvert si vous voulez. Il y avait des commerçants qui devaient louer des espaces à l'intérieur de cette cohue. On a ça vitré, enfin c'est documenté. Et puis autour de cette cohue, on avait le marché qui se tenait par exemple avec des ruraux qui venaient simplement le jour du marché pour vendre leurs produits. Et au-dessus de ce premier niveau, donc il y avait un autre niveau. Et vraisemblablement c'était le lieu où était rendue la justice. Alors, c'est relativement classique, c'est-à-dire que la cohue, c'est l'endroit où il y a du bruit, et c'est le marché qui est en dessous, donc c'est un peu comme sur certains marchés d'aujourd'hui, on se fait toujours héler par certains marchands. Puis au-dessus, ça peut être le lieu où il y a la justice qui est rendue,
Et la justice, c'est aussi, ça peut être un petit peu mouvementé au XIIe, XIIIe siècle, même après. Et donc, c'est en général des lieux de pouvoir. Donc, la couille de Dinan était installée au nord de la place du Champ aux Chevaux. Cette grande place du Guesclin, je crois, à l'heure actuelle. Elle était installée ici et elle apparaît au XIIe, XIIIe siècle aussi, qui montre là aussi l'importance de Dinan. Mais vous voyez, les catégories ne sont pas figées. C'est-à-dire que nous, on aurait tendance à croire que c'est uniquement économique, mais n'oubliez pas le second niveau qui est quasiment un lieu de pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, le tribunal d'instance est toujours sur cette place-là aujourd'hui. Il y a juste une translation du lieu, mais vous voyez, les lieux centraux sont toujours installés dans nos villes. Dans la partie précédente, nous avons évoqué le fait que la ville fut divisée en deux, entre 2 seigneurs et 2 paroisses. Pouvons-nous remarquer une différence dans le développement entre la partie nord de la ville et la partie sud ? Pour Dinan, c'est pas évident de s'en apercevoir. La première église à Saint-Malo était quand même à l'extérieur de l'agglomération. Donc on a l'impression que le vrai dynamisme, c'est plutôt Saint-Sauveur. C'est plutôt autour de Saint-Sauveur, donc ce serait plutôt la partie sud de Dinan qui se développerait de manière plus importante en termes d'activité économique, en termes de population, même si on n'a pas de preuves. Mais lorsqu'on met sur une carte les rues qui sont mentionnées par la rue de la Mercerie, la rue de la Boulangerie, la Cohue, voire, eh bien on s'aperçoit que ces lieux d'activité économique, de dynamisme, sont installés dans Dinan Sud. Au nord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Au nord, il y a vraisemblablement une présence seigneuriale, c'est-à-dire que les seigneurs sont vraisemblablement présents, il y a un bourg, et puis il y a cette église Saint-Malo qui est à quelques centaines de mètres du cœur vivant de l'agglomération. Donc là, on a vraisemblablement une ville sud qui est plus dynamique qu'une ville nord, ce qui ne se ressent plus aujourd'hui quand on voit la forme de l'agglomération, parce qu'en fait, dans l'imaginaire, ce sont les remparts qui vont vous donner une ville intra- et extramuros, mais au Moyen-Âge, c'est vraisemblablement au XIIe, XIIIe siècle, ça fonctionne une opposition nord-sud. Quand avons-nous la première mention de ces remparts ? Ça dépend de ce qu'on appelle un rempart. Un rempart, c'est compliqué. La question a été récemment reprise par Jean Mesqui dans un article où il fait un peu le point sur ces questions-là. Les remparts de Dinan, tels qu'ils sont figés, tels qu'on les voit aujourd'hui, pas forcément en élévation, hein, mais du moins tels qu'ils sont figés au niveau morphologique, c'est-à-dire les lieux dans leur ville, c'est vraisemblablement des remparts de la fin du XIIIe siècle, les années 1260-1280. Donc, je réponds qu'imparfaitement à votre question, mais du moins on sait que dans les années 1260-1280, il y a des remparts à Dinan. Ensuite, ou plutôt plus haut dans le temps, on a des indices et on a également beaucoup de doutes. Deux indices qui sont autant des doutes. On a tout d'abord la mention de la porte d'une porte, et vous savez, l'acte de partage de 1123. Et lorsqu'on essaie de localiser cette porte, eh bien, il n'y a qu'un endroit où ça paraît logique, ça correspondra à la porte de Gerswald. Et on a un partage paroissial Dinan Nord, Dinan Sud, pour faire simple. On a une mention d'une porte. Premier réflexe, naturellement, quand on est à Dinan, cette porte, c'est pas un truc tout seul. On imagine qu'elle est connectée à des remparts. Sauf qu'une porte au Moyen-Âge, c'est pas simplement une porte de rempart, ça peut être une porte où on prélève les taxes. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Dinan, vous arrivez au port, ensuite il faut monter dans la haute ville pour ensuite avoir un accès à l'arrière-pays. Et donc c'est peut-être plus commode de mettre le lieu de taxation dans la ville haute que dans la ville basse. Donc cette porte qui est mentionnée, la porte du début XIIe siècle, il n'y a pas de certitude qu'elle soit connectée à des remparts. On a ça dans d'autres villes. On n'est pas certain qu'il y ait des remparts dans les années 1120. L'autre indice, un auteur arabe, Al-Idrisi, qui écrit pour Roger de Sicile, donc un Normand, qui est roi de Sicile. Et en 1154, il y remet une compilation de tous les renseignements qu'il a pu avoir par le biais de commerçants, de pèlerins, de navigateurs. Al-Idrisi fait une évocation de Dinan, et il dit que c'est une ville qui est belle, prospère, et qui est ceinturée de remparts. Si on prend que l'extrait de Dinan, on dit, voilà, une ville belle, ça on sait, une ville prospère, il n'y a pas de doute, et il y a des remparts, donc c'est mentionné en 1154. Donc vraisemblablement, ça peut être plus ancien, parce que c'est une compilation. Le problème, c'est qu'on a ça pour d'autres villes, et on n'est pas certain qu'il y ait des remparts dans d'autres villes. Donc Al-Idrisi, lorsqu'il écrit sa compilation au milieu du XIIe siècle, c'est possible qu'il y ait des remparts à Dinan, mais on n'est pas complètement certain. Et puis, est-ce que ces remparts sont là où on les voit à l'heure actuelle ? Ça, c'est l'hypothèse de Jean Mesqui, et puis qui rejoint ce que Simon Guilbeault m'avait indiqué il y a maintenant une dizaine d'années en travaillant sur Dinan. Quand on observe les formes de la ville de Dinan, il y a un tracé ovalaire à l'intérieur de la ville de Dinan qui laisse imaginer qu'il y a pu avoir une première enceinte.
Pas forcément en pierre, mais peut-être tout simplement une palissade talus en bois, fossé, à l'intérieur de la ville de Dinan, sous forme ovalaire, dans la partie nord de Dinan, là où il y a les cordeliers partiellement aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y avait des remparts à Dinan? Au XIIIe siècle, je viens de vous le dire, on est certain à la fin du XIIIe siècle. Avant, peut-être, mais on manque encore de certitude. Il y a des indices. Ça serait quand même particulièrement intéressant s'il y avait des remparts dès le XIIe siècle à Dinan. En général, les remparts, c'est pour les villes qui sont ce qu'on appellerait des cités. C'est Vannes, c'est Rennes, c'est Nantes. Les villes qui sont fondées au cours du Moyen-Âge ont des remparts beaucoup plus tard. Vitré, c'est début XIIIe siècle. Fougères, c'est au cours du XIIIe siècle, mais c'est sans certitude. Ça peut être fin XIIIe, début XIVe siècle. À Dinan, début XIIe siècle, s'il y avait une certitude d'avoir des remparts, ça serait une sorte de scoop, mais je ne suis pas capable de vous révéler parce qu'on manque de documentation. En attendant, ça fait partie des hypothèses possibles. Il ne faut pas imaginer les remparts du XIIe siècle, s'ils existaient, un, sous leur forme actuelle, c'est-à-dire en pierre, et deux, aux endroits où on les voit aujourd'hui. Alors pour l'essentiel, le tracé date vraisemblablement du XIIIe siècle. Les années 1260-1280, il y a eu plusieurs... À Dinan, là-dessus est bien documenté, comparé à d'autres villes. Il y a des études récentes qui ont été faites dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. Et ensuite, en élévation, il y a des travaux jusqu'à la fin du XVe siècle, voire même au-delà avec les guerres de la Ligue. Emprise morphologique XIIIe siècle, élévation XIIIe, XVe. Quand j'imagine la présence de remparts, j'imagine qu'ils renferment les éléments les plus importants de la ville. Alors oui et non. L'ancien château disparaît, une sorte de ruine fin XIIIe siècle, donc ça ne sert à rien d'entretenir une ruine. Et puis c'était mal fichu parce que au niveau de la sous-préfecture, on fait une sorte d'excroissance, c'est mal fichu de raccorder ça à des remparts, donc c'est aussi bien que ça en ruine, donc hop, on enlève ça. Et donc à l'intérieur, en fait, on va faire des remparts pour protéger la population et puis parce que vous avez les lieux de pouvoir. C'est-à-dire vous avez le commerce, avec la cohue, avec également les principales artères commerciales. Vous avez également l'église Saint-Sauveur qui est protégée. Puis vous avez les couvents mendiants qui sont installés, cordeliers notamment. Donc c'est les lieux qui comptent, entre guillemets. Mais il y a une partie de la population de Dinan qui se trouve toujours à l'extérieur des remparts. Par exemple, l'église Saint-Malo est toujours à l'extérieur des remparts lorsqu'ils sont créés fin XIIIe. Ça aura déménagé au cours des conflits du XVe siècle, plus ou moins dans le cadre des guerres de Cent Ans, si vous voulez, XIVe, XVe. Et puis il y a tout le secteur de la Rouerie qui se trouve à l'entrée ouest de Dinan, où alors là on a peu de documentation, mais on sait qu'il y avait une population qui était présente, une population artisanale, ouvrière, peu documenté. On a les cisterciens qui sont installés dans ce secteur-là, des moines qui vivent humblement parmi des pauvres, vraisemblablement. Ces remparts, en fait, ils vont fossiliser une armature urbaine, et puis vraisemblablement dans le projet, on crée des très grands remparts, et puis on laisse des espaces libres à l'intérieur. Alors ces espaces libres, il y a plusieurs logiques. Soit on fait exprès de créer des espaces libres à l'intérieur pour tout simplement en espérant qu'il y ait des gens qui viennent s'installer dessus. On a ça, c'est très fréquent. À Florence, on fait des remparts monumentaux. Puis c'est au moment de la peste noire du milieu du XIVe siècle. Et la population meurt et en fait, on va se retrouver avec une sorte de coquille vide. On a ça de manière fréquente. L'autre possibilité, c'est qu'on fait exprès de laisser des espaces vides en cas de siège, en cas de guerre. Parce que ça permet tout simplement d'avoir des espaces. On peut installer des populations qui sont réfugiées. On peut également avoir des cultures, des animaux qui vont s'installer dessus. Et puis, l'autre intérêt des remparts, c'est que ça manifeste en fait le rang urbain. C'est-à-dire que vous avez l'intérieur d'une ville et l'extérieur d'une ville. Et jusqu'au XVIIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe siècle avec les Lumières, mais si vous reprenez la plupart des blasons des villes d'aujourd'hui, on retrouve ce fantasme. C'est une ville, ce sont des remparts. Et donc les remparts créent une identité urbaine, visuelle, physique, symbolique, et vous avez un intérieur, un extérieur. À l'intérieur de la ville de Dinan, vous avez une population, ça sera dorénavant les bourgeois de Dinan, qui auront un statut particulier, et les gens qui sont à l'extérieur des remparts, mais n'auront pas le même statut fiscal, par exemple. Ce sera moins avantageux. Moins avantageux parce que notamment ils doivent payer les remparts qui les protègent qu'à moitié. C'est-à-dire que fin XIIIe siècle, on a une agglomération, mais on a ça à peu près partout ailleurs, qui va créer un intra et un extramuros. Et donc une opposition intérieure-extérieure qu'on retrouve jusqu'au XVIIIe siècle. À Dinan, on a la présence de couvents, comme nous avons pu le mentionner précédemment. Et je m'interroge sur l'impact qu'ils ont sur la ville et sur le paysage urbain. Alors les couvents, ce sont des couvents mendiants. Au cours du Moyen-Âge, tout à l'heure, on a parlé des prieurés, c'est-à-dire il y a des moines bénédictins qui suivent la règle de Saint-Benoît, principalement des prières, c'est-à-dire ils vivent clos, enfermés dans leurs mini-abbayes, que ce sont donc les prieurés. Et puis au cours du XIIIe siècle, vous avez une autre spiritualité qui se met en place, qui est liée à l'essor urbain, en partie, mais pas uniquement, mais qui est liée à l'essor urbain. Et vous avez des religieux qui vont en particulier s'intéresser aux populations pauvres. Et ces populations pauvres, c'est lié à l'essor du textile, à l'essor du drap, ce qu'on appellerait l'industrie, quasiment la même chose qu'au XIXe siècle, sauf que c'est une question de gradient. Mais on a dans la plupart des villes des populations pauvres qui sont installées, et ces populations pauvres, il faut les encadrer pour éviter des déviances religieuses, ce que plus tard on appellera des hérésies.
Ça ne veut pas dire que ce sont des hérétiques, hein. C'est juste que ces individus qui vont s'installer dans les faubourgs, en périphérie des villes, vont se retrouver sans cadre religieux, sans curé de paroisse qui va bien les encadrer, bien les surveiller ou bien répondre à leurs attentes, parce qu'en fait les gens sont angoissés. Et donc pour éviter que ces populations n'aillent vers des déviances religieuses, ne critiquent trop l'Église, eh bien on va inciter à l'installation de couvents mendiants. Cordeliers, jacobins qui vont s'installer, franciscains et dominicains qui vont s'installer notamment à Dinan, au milieu du XIIIe siècle. À Dinan, il y a ça de particulier, c'est que logiquement les ordres mendiants s'occupent des pauvres. On a l'impression quand même que les ordres mendiants qui s'installent à Dinan s'occupent d'abord des riches. C'est-à-dire qu'ils sont installés à proximité des lieux qui comptent, à côté des quartiers bourgeois. C'est-à-dire que un mendiant pour vivre vit de mendicité, et donc il vaut mieux être mendiant dans les quartiers riches qu'en les quartiers pauvres pour vivre. Mais on a ce phénomène qui se met en place au cours du XIIIe siècle et qui montre là aussi le dynamisme de Dinan. Il y a 2 couvents mendiants à Dinan au XIIIe siècle. Rennes n'en a pas. Bon, en plus, l'évêque de Rennes n'a pas envie de les voir à des abbés non plus, hein, mais il y a des conflits. Mais à Dinan, il y a cette capacité d'accueillir comme ça des mendiants. Alors on n'a aucune idée du nombre de frères mendiants qui sont installés, mais en attendant, ça montre que si vous avez des cordeliers qui sont installés ou des jacobins, et donc il y a suffisamment de population pour pour leur faire des dons. Alors, ils vont marquer paradoxalement en creux, c'est-à-dire qu'ils vont créer 2 couvents dans Dinan. Alors, on retrouve l'opposition Dinan Nord et Dinan Sud. Et alors, ils vont justement s'installer à la limite. Tout à l'heure, on parlait des remparts qui laissaient une zone bâtie puis une zone non bâtie à l'intérieur. Ils vont s'installer à la limite de la zone bâtie non bâtie. Pas seulement parce qu'ils ont besoin de place aussi pour créer leur couvent, pour construire leur couvent. En installant leur couvent, vu que ce sont des religieux qui ont aussi besoin de calme, de recueillement, et puis qui accueillent des frères, eh bien ils vont figer une partie de l'espace urbain. C'est-à-dire qu'ils vont paradoxalement créer du vide autour d'eux. Autour des couvents mendiants, il y aura peu de population qui va s'installer. Alors ça correspond aussi à la fin du XIIIe siècle, où on arrive à des moments où la population stagne. Alors pour Dinan, on n'a pas de chiffres. Mais ailleurs, en Occident, on constate que dès la fin du XIIIe siècle, au niveau démographique, ça coince, entre guillemets. C'est-à-dire que la population stagne. Alors qu'auparavant, on était plutôt sur une augmentation lente, mais continue. Fin XIIIe, ça bloque. Et donc, tout simplement, vos mendiants qui s'étaient installés en périphérie n'ont peut-être pas de population autour, parce que tout simplement, il n'y a plus de population des campagnes à venir s'installer dans les villes. Maintenant, ils ont figé l'espace urbain, et puis aujourd'hui, en général, autour des couvents mendiants, vous avez des parkings, vous avez des centres de congrès, vous avez ça dans à peu près toutes les villes. Pour terminer, ces 3 parties sur la création de Dinan et son évolution, j'ai demandé à Julien Bachelier de résumer brièvement comment Dinan est devenue ville. Alors, l'évolution de Dinan, là, je vous parlerai uniquement à partir des sources écrites, et bien sûr, en fonction des études, ça pourrait être nuancé, mais pour le moment, on a quand même bien l'impression que le château qui est installé vers l'an 1000, début XIe siècle, crée un nouveau centre. C'est-à-dire qu'on avait Corseul au niveau de l'Antiquité avec Tadin, on avait Léon, qui est un monastère du IXe siècle, une abbaye du IXe siècle qui va connaître quelques soucis au moment des raids vikings. Et donc, au début XIe siècle, Dinan va créer une nouvelle centralité. Les routes, les voies vont être détournées, et c'est le château qui va probablement, c'est pas certain, mais probablement susciter l'essor d'une agglomération. Cette agglomération, on voit les éléments se mettre en place, on en a parlé, avec les lieux de culte, les églises, les prieurés et les chapelles, qui, de manière indirecte, prouvent que la population s'installe autour du château, ou du moins dans la partie haute, dans la ville ancienne de Dinan d'aujourd'hui. Une population qui s'installe, principalement des commerçants, des artisans, une partie également d'ouvriers qui s'installent au XIIe siècle. Et donc, progressivement, ça va vous donner ce que nous, on appelle une ville. Ça émerge au cours du XIIe siècle. Pour Dinan, on manque malheureusement d'informations. On a probablement un noyau urbain au nord et un noyau urbain au sud. Et au cours du XIIe, XIIIe siècle, en fait, il n'y a plus de noyaux. Il y a une agglomération avec ce que nous, on appellera un centre et ses périphéries. Il n'y a plus de villes éclatées comme on avait au cours du premier Moyen-Âge. Et puis, on a un vrai dynamisme qui se développe au cours du XIIIe siècle. Et ce dynamisme, d'après la documentation écrite, c'est un dynamisme qui est lié au commerce, aux activités commerciales. Principalement, mais ce sont des hypothèses, parce qu'on manque malheureusement de documentation, mais c'est par rapport à d'autres villes liées au commerce du vin, liées aux draps, aux activités textiles. Donc il y a un lien très fort entre Dinan et ses campagnes. Parce que si vous êtes un drapier ou si vous êtes un artisan du cuir,
Sans les animaux des campagnes, vous n'allez pas bien loin. Et puis naturellement pour le vin, ce sont les coteaux de la Rance, le Val de Rance, qui va permettre justement de produire ces vins qui sont concentrés en ville puis ensuite exportés. Et donc on se retrouve avec une agglomération fin XIIIe siècle, pour faire simple, même si on n'a pas d'indice démographique, si on prend les couvents mendiants qui sont souvent des indices démographiques, on se retrouve à une agglomération qui est tout à fait respectable, c'est-à-dire que alors c'est pas Rennes, c'est pas Nantes, mais Dinan vraisemblablement est dans les 4-5 plus grandes villes de Bretagne. Il n'y a pas de podium, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, mais dire que Dinan serait la 4e ou 5e ville médiévale en Bretagne fin XIIIe siècle, c'est tout à fait envisageable, d'autant plus que le duc est présent. Donc Dinan aura de temps en temps le statut de capitale éphémère, avec la présence ducale sur place. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!